Lorsque la voiture de patrouille tourna dans White Oak Drive, rien n'indiquait que derrière la porte de la maison de banlieue soignée numéro 117 se déroulait déjà un cauchemar. Le dispatcher transmit brièvement par radio, enfant inconscient, circonstances peu claires. L'officier Mark Wallace, qui entra le premier dans la maison, se figea sur le seuil, n'arrivant pas immédiatement à comprendre ce qu'il voyait. Un garçon d'environ 6 ans gisait au milieu du salon, le visage d'une pâleur mortelle, les lèvres bleues. Autour de lui s'agitaient 2 ambulanciers, se lançant de brefs ordres l'un à l'autre. « Le pouls, chute !» lança sèchement l'un d'eux. Un peu plus loin, comme sortie de la réalité, était assise une fillette de 8 ans, observant tranquillement et avec indifférence comment on tentait de ramener son frère à la vie. Sur le canapé, non loin du garçon, une femme en vêtements d'intérieur répétait hystériquement « Il jouait simplement, je ne comprends pas, j'étais à l'étage ». Sa voix tremblait, et il était évident qu'elle était au bord de la crise de nerfs. Un homme, probablement le père, se tenait dans un coin, le regard rivé au sol et tripotant nerveusement son téléphone, comme s'il essayait de se rappeler un numéro à composer, bien que l'aide soit déjà arrivée. Mark Wallace fit quelques pas en avant, contournant prudemment les médicaments éparpillés sur le sol, et remarqua de petits détails qui contrastaient donc fortement avec ce qui se passait. Des jouets éparpillés dans le salon. Un gobelet d'enfant avec du jus sur la table basse, une télévision allumée sans son diffusant des dessins animés colorés et joyeux. Le seul objet immobile dans tout ce chaos restait la fillette, assise soigneusement sur une chaise contre le mur. Lily Greer, en collant blanc et robe bleue, comme si elle attendait son tour chez le médecin ou l'institutrice lors d'une réunion de parents. Ses mains étaient parfaitement posées sur ses genoux, ses cheveux soigneusement peignés et son regard dirigé vers l'avant, vide et indifférent. Elle ne tourna même pas la tête lorsque l'officier s'approcha, ne tressaillit pas lorsque les ambulanciers annoncèrent bruyamment que l'état de son frère se détériorait brutalement. « Le rythme cardiaque disparaît. Préparez le défibrillateur !» cria fort l'un des médecins. À ce moment, Lily incline légèrement la tête, comme si elle essayait de mieux voir le visage de son frère, puis retourna indifféremment à sa position initiale. Il semblait que pour elle, tout ce qui se passait ne signifiait absolument rien. Quelques heures plus tard, l'officier Wallace remplit le rapport initial où il constata sèchement « À l'adresse 117 White Oak Drive a été découvert Daniel Greer, 6 ans, dans un état critique. Étaient présents sur place les parents, James et Emily Greer, ainsi que la sœur, Lily Greer, 8 ans. Dans les documents, il n'y avait pas d'émotion, seulement un enregistrement froid des faits. Mais tous ceux qui virent le visage de Lily ce soir-là commencèrent déjà alors à comprendre que dans cette histoire, tout était bien plus terrible qu'il ne pouvait paraître au premier regard. Le plus étrange dans cette histoire n'était même pas ce qui s'était passé ce soir d'octobre sur White Oak Drive, mais à quel point tout avait changé en 4 courts mois. Il y a seulement 4 mois, la photo de famille des Greer, celle-là même qui était accrochée au mur du salon, semblait être la publicité parfaite d'une vie heureuse. Il y avait des sourires, des câlins, une nouvelle maison avec une grande cour arrière et une légende sur les réseaux sociaux. Nous commençons notre nouvelle vie avec un nouvel ajout à la famille. Il semblait que rien ne pouvait présager que quelques mois plus tard, sur ce même tapis où Danny et Lily jouaient aux jeux de société, se tiendraient des ambulanciers tentant d'arracher le garçon aux griffes de la mort. Comment cela était-il possible ? Qu'est-ce qui avait pu mener cette image parfaite du bonheur familial aux sirènes de police et à une fillette figée, effrayamment calme dans le coin ? Si l'on revenait en arrière et qu'on regardait les documents officiels, l'histoire semblait si standard et prospère qu'il était impossible de ne pas y croire. Voici l'acte d'adoption du 7 juin. Lily Greer, 8 ans, parents adoptifs, James et Emily Greer. Une seule feuille de papier qui signifiait pour Lily un monde absolument nouveau et pour les Greer, l'accomplissement tant attendu d'un rêve. Dans les documents de l'orphelinat, Lily était décrite comme une fillette calme, timide et obéissante,
aimé des éducateurs et qui attendait beaucoup une nouvelle famille. Et voici le contrat d'achat-vente de cette même maison où se déroulerait plus tard la tragédie. Le 4 juillet, adresse 117 White Oak Drive. Il était symbolique que ce jour coïncide avec la fête de l'indépendance et les Greer plaisantaient alors à ce sujet, publiant des photos devant la nouvelle maison avec un drapeau américain et la légende « Notre jour personnel d'indépendance des Boxhausers, ancien problème. Bienvenue à la maison, Lily ». James en casquette de baseball et Emily en robe jaune vif tenaient dans leurs bras Danny souriant, et à côté se tenait modestement Lily, souriant légèrement à l'appareil photo, comme si elle ne croyait pas encore tout à fait qu'elle avait maintenant une vraie maison. Les amis et la famille commentaient activement ces photographies. « Quelle belle famille! Vous êtes formidables, vous avez de grands cœurs. Maintenant, tout ira bien. » Et effectivement, extérieurement, tout semblait exactement ainsi. Sur la page d'Emily apparaissaient des photos et vidéos de Lily faisant du vélo pour la première fois dans le nouveau quartier, de elle et Danny nourrissant les canards dans le parc. Et même des images d'un dîner familial confortable avec une pizza, où tous riaient et faisaient les fous devant la caméra. Mais plus tard, après tout, parmi des dizaines de commentaires inoffensifs, les enquêteurs remarqueraient un message apparemment insignifiant d'une amie d'Emily. « Lily a l'air si sérieuse. J'espère qu'elle s'habituera rapidement. » Personne n'y avait alors prêté attention car s'habituer à une nouvelle famille, une nouvelle maison et une nouvelle vie n'était vraiment pas facile. Surtout si on avait passé toute sa vie dans un orphelinat. La chronologie était simple et claire. L'adoption avait eu lieu il y a 4 mois, début juin. 1 mois plus tard, la famille avait déménagé dans une nouvelle maison. 3 mois parfaits, remplis des joies ordinaires de la vie qui ressemblaient à une image d'album de famille sur les réseaux sociaux. 3 mois pendant lesquels les voisins voyaient des parents heureux et des enfants jouant dans la cour arrière. 3 mois pendant lesquels il n'y avait aucune raison de penser que derrière la porte de la maison confortable numéro 117 commençait déjà à mûrir une tragédie. Et voilà que maintenant cette image parfaite était devenue une sombre énigme. Que se passait-il réellement derrière les portes fermées des Greer tous ces mois ? Pourquoi la famille qui avait si joyeusement accueilli la fillette de l'orphelinat se trouvait-elle maintenant au seuil de perdre son fils cadet ? Les réponses à ces questions viendraient pas trop plus tard, avec les premiers résultats de l'enquête qui commenceraient par le plus inoffensif, une conversation avec les voisins. Et ce serait justement leur témoignage qui lèverait les premiers le voile sur ce qu'était réellement la nouvelle vie de la famille Greer. Au début, il semblait que ce qui était arrivé à Danny était un événement tragique, mais absolument accidentel. Les petits-enfants ont constamment des ennuis, et même aux parents les plus responsables, il est impossible de les protéger de tout. Mais quand les enquêteurs commencèrent à creuser plus profondément, il devint clair que cet incident ne pouvait être que la partie émergée de l'iceberg. Et si en réalité les signaux d'alarme apparaissaient déjà depuis longtemps, mais que personne ne les remarquait? Voici la déclaration de disparition de l'animal domestique de la famille Greer, déposée par James au commissariat local le 12 août, presque 2 mois avant ce fameux soir d'octobre. Le chat nommé Marcel avait disparu dans la nuit. Il n'était simplement pas revenu de la cour arrière où il aimait habituellement se promener. Les voisins haussaient les épaules. Personne n'avait rien vu. James et Emily avaient alors fait le tour du quartier, collé des annonces, publié des messages sur les réseaux sociaux. « Aidez-nous à retrouver Marcel. Les enfants sont très inquiets. » Mais le chat n'était jamais réapparu. En soi, un tel événement arrive souvent en banlieue. Les animaux disparaissent régulièrement. Mais il y avait une étrangeté que mentionna une voisine quand la police interrogeait les habitants après l'incident avec Danny. Elle se souvenait avoir remarqué Lily devant le perron de leur maison le matin suivant la disparition de Marcel. La fillette se tenait absolument calme et regardait dans les buissons. Je lui ai demandé si elle cherchait le petit chat, et Lily a souri si étrangement et a dit « Non, il ne reviendra plus », raconta plus tard la voisine. La femme avait alors attribué cela à la spontanéité enfantine, bien que maintenant cet épisode paraissait beaucoup plus sinistre. Le signal d'alarme suivant retentit exactement 1 mois plus tard,
Le 15 septembre, Emily emmena d'urgence Danny à la clinique locale avec une suspicion de blessure grave à la tête. Le médecin examina le garçon et posa le diagnostic. Contusion des tissus mous de la tête, reçue suite à une chute dans l'escalier. Dans le dossier médical de Danny, cette note semblait sèche et banale, comme si cela arrivait à un enfant sur 2. Mais dans les éléments du dossier, il y avait encore un autre détail curieux. Pendant la conversation avec le médecin, Emily mentionna qu'elle n'avait pas vu le moment de la chute. « J'ai entendu le bruit de l'impact et j'ai immédiatement couru vers l'escalier. Lily se tenait déjà près de Danny et a dit calmement qu'il avait fait un faux pas », décrivit la situation Emily. Le médecin avait alors simplement haussé les épaules et rassuré la mère. Effectivement, les enfants tombent, rien de grave. Mais maintenant, après la tragédie d'octobre, même ce détail insignifiant prenait une toute autre teinte. Et le plus effrayant ici n'était même pas les incidents eux-mêmes, mais à quel point tout se passait de manière imperceptible et cohérente. D'abord disparaît l'animal de compagnie, et Lily se trouve à proximité. Puis Danny tombe dans l'escalier, et de nouveau près de lui sa sœur, absolument calme, comme si tout ce qui se passait ne la concernait pas. Quand la police commença à analyser attentivement les témoignages des parents, un fait devint trop évident pour rester une coïncidence. Dans les 2 incidents, et avec la disparition du chat, et avec la chute de Danny, près d'eux, il n'y avait toujours que Lily. Emily et James, bien sûr, ne voulaient pas croire que leur fille pouvait avoir un quelconque rapport avec ces événements étranges. Ils pensaient qu'elle n'avait simplement pas eu de chance de se trouver à proximité au mauvais moment. Mais 2 telles coïncidences en peu de temps firent réfléchir les enquêteurs. Étaient-ce seulement des coïncidences ? C'est exactement à ce moment que l'image de ce qui s'était passé commença à changer radicalement. Au lieu d'un malheur accidentel, apparut une effrayante régularité. Et maintenant, plus personne ne pouvait fermer les yeux sur le fait que Lily se trouvait toujours être le seul témoin parfaitement calme des malheurs dans leur maison. Ainsi, l'enquête commença progressivement à se diriger vers la version la plus terrible et incroyable qu'une fillette de 8 ans pouvait être la cause de ce qui était arrivé à son frère ce soir d'octobre. Quand les enquêteurs comprirent que trop de coïncidences ne pouvaient être accidentelles, les experts criminalistiques revinrent dans la maison de White Oak Drive. Ils savaient que le chaos qui régnait dans le salon le soir de la tragédie pouvait cacher quelque chose d'important. Dans la maison, ils commencèrent à mener un examen minutieux, pas à pas, pièce par pièce. Les policiers comprenaient. Si ce qui s'était passé n'était pas un accident, alors quelque part devait rester une trace qui aiderait à comprendre les événements de cette nuit. Les premières heures de recherche ne donnèrent aucun résultat. Dans le salon, tout semblait prévisible. Jouets sur le sol, coussins du canapé éparpillés, traces de chaussures des ambulanciers. Cependant, l'attention des enquêteurs fut attirée par la cuisine. C'était cette même pièce où habituellement en premier lieu courent les parents si un accident arrive à l'un des enfants. Emily confirma plus tard. Dans la panique, elle s'y était immédiatement précipitée pour le téléphone et un verre d'eau, essayant de ramener son fils à la conscience, encore avant l'arrivée de l'ambulance. Au premier regard, la cuisine ne différait pas de n'importe quelle autre dans une maison américaine ordinaire. Table de salle à manger sur laquelle se trouvait une assiette avec le dîner non terminé de Danny, un verre avec du jus non bu, un paquet de biscuits ouverts. Mais voici ce qui intéressa les enquêteurs beaucoup plus. Plusieurs tiroirs ouverts. Emily dit que dans la panique, elle cherchait des bandages et des analgésiques, ne comprenant même pas ce qui se passait concrètement avec son fils. Cela semblait tout à fait convaincant, mais quelque chose ne collait quand même pas. Continuant l'examen, les experts criminalistiques passèrent à la salle de bain au 2e étage. C'est là qu'apparut le premier indice matériel qui changea définitivement le regard sur la situation. Dans le procès-verbal d'examen des lieux apparut une remarque sèche mais extrêmement importante. Sur le sol de la salle de bain a été découvert un emballage vide du médicament Sedarex. C'était un médicament qui était habituellement prescrit aux adultes en cas de troubles graves du sommeil. Effet sédatif puissant, contrôle strict du dosage, interdiction d'utilisation pour les enfants de moins de 14 ans,
Tout cela rendait la découverte très inquiétante. Le médicament lui-même pouvait bien sûr se trouver légalement dans la maison. Beaucoup d'adultes souffrent d'insomnie. Et James Greer, dans sa conversation avec la police, confirma plus tard qu'il le prenait effectivement périodiquement pour améliorer le sommeil. Le problème était ailleurs. L'emballage avait été trouvé non dans la pharmacie et même pas dans la chambre des parents, mais sur le sol de la salle de bain, pratiquement caché derrière le panier à linge sale. Pourquoi s'était-il retrouvé exactement là? Et surtout, pourquoi était-il complètement vide? L'expertise du sang de Danny donna la réponse définitive à cette question. Dans son organisme furent découvertes des traces précisément de Cedarex, et la concentration était si élevée que le garçon avait immédiatement eu besoin d'une aide d'urgence. Avaler accidentellement une telle dose de comprimé était pratiquement impossible, surtout pour un enfant de 6 ans, pour qui atteindre la pharmacie sur l'étagère haute aurait été difficile, même avec un tabouret. Ce détail n'était pas simplement important, il fut décisif. Les enquêteurs commencèrent immédiatement à poser de nouvelles questions aux parents. Emily et James niaient catégoriquement avoir donné le médicament à Danny, d'autant plus en si grande quantité. Ils étaient dans une perplexité complète, ne comprenant pas comment cela avait pu arriver. Mais les enquêteurs s'intéressaient davantage à autre chose. Qui d'autre pouvait avoir accès aux médicaments et pourquoi l'emballage vide s'était-il retrouvé précisément dans la salle de bain où allaient habituellement les 2 enfants? C'est alors que ressurgit la figure de Lily. Cette même fillette calme et tranquille qui, ce soir-là aussi, restait la seule personne dans la maison ne manifestant ni peur, ni panique. Les enquêteurs comprenaient que Danny, 6 ans, ne pouvait pas trouver indépendamment le médicament et le prendre en si grande dose. Mais pour une fillette de 8 ans, c'était tout à fait possible. Elle pouvait facilement atteindre l'étagère, ouvrir l'emballage, et discrètement mélanger les comprimés dans le jus ou la nourriture de son frère. Maintenant, l'enquête devait comprendre l'essentiel. Était-ce un acte intentionnel? Ou Lily ne comprenait-elle pas entièrement les conséquences de ses actes? Les prochaines étapes de l'enquête seraient pour consacrer précisément à elle, la fillette calme et tranquille, au regard énigmatique et inquiétant qui commençait déjà à paraître aux enquêteurs non pas simplement étrange, mais vraiment effrayant. Maintenant, les enquêteurs comprenaient que de la résolution de ce qui s'était passé ne les séparait qu'un seul pas. Découvrir comment exactement les comprimés de Cedarex étaient arrivés dans les mains de Danny. Dès le début, les parents affirmaient que c'était impossible. Mais quand les policiers commencèrent à confronter les témoignages des membres de la famille, des étrangetés furent immédiatement découvertes. Lors du premier interrogatoire, James Greer, le père de famille, semblait à la fois perdu et irrité. « Écoutez, tous les médicaments dans la maison ont toujours été enfermés. Nous comprenions parfaitement qu'avec les enfants, ces choses ne sont pas des plaisanteries, déclara-t-il avec assurance. À la question de l'enquêteur sur l'endroit exact où étaient de conserver les médicaments, James répondit clairement « Dans un tiroir fermé dans notre chambre. Il n'y a pas d'autre endroit et il n'y en a jamais eu. » Puis les policiers eurent une conversation séparée avec Emily Greer, la mère des enfants. Son récit était encore plus concret et strict. « La clé de ce tiroir est toujours chez moi. Je la porte sur un trousseau avec les clés de la maison et de la voiture. Personne, à part moi, ne pouvait avoir accès aux médicaments. » Emily semblait convaincante et ses paroles paraissaient tout à fait logiques. Mais maintenant, l'enquête avait une nouvelle question. Si les médicaments étaient solidement cachés, comment expliquer l'emballage vide trouvé sur le sol de la salle de bain? Quand vint le tour de Lily, dans la pièce avec elle se trouvait une psychologue. La fillette était assise calmement, les mains soigneusement posées sur la table, et ne semblait ni effrayée ni inquiète. À un moment, l'enquêteur demanda prudemment « Lily, as-tu déjà vu les comprimés que prend papa ?» La fillette hocha calmement la tête. « Non. Je ne sais pas où sont les comprimés. » Puis suivit une question importante. « Et te souviens-tu comment ton frère jouait ou tenait dans ses mains quelque chose qui ressemblait à une petite boîte ou un emballage de comprimés ?» Et c'est là que retentit pour la première fois une réponse qui fut décisive.
Lily inclina légèrement la tête, réfléchit quelques secondes et dit calmement « Oui, j'ai vu. Danny jouait avec une petite boîte dans la salle de bain. Je ne l'ai pas touchée, je l'ai juste vue. » Quand on lui demanda de décrire plus précisément cette petite boîte, Lily donna une description claire de l'emballage de Cedarex, bien qu'elle ait affirmé auparavant ne pas savoir où étaient conservés les médicaments. Cette contradiction attira immédiatement l'attention de l'enquête. Il s'avérait que la fillette soit ne réalisait pas elle-même ce qu'elle venait de raconter, soit s'embrouillait simplement dans ses propres témoignages. Mais plus important encore, était le fait que les paroles de Lily contredisaient clairement les déclarations des parents sur l'inaccessibilité totale des médicaments pour les enfants. Maintenant, il restait aux policiers à résoudre une tâche difficile, comprendre qui des trois mentait. Si le père et la mère étaient sûrs que l'accès aux médicaments était impossible et que la clé se trouvait exclusivement chez Emily, alors comment les comprimés s'étaient-ils retrouvés dans les mains de Danny dans la salle de bain et encore sous les yeux de Lily? Ces questions ne pouvaient se rester sans réponse. Et c'est précisément après cette série d'interrogatoires que le statut de Lily dans les éléments du dossier changea. Maintenant, elle cessait d'être simplement un témoin accidentel. Il fut officiellement fixé. Lily Greer, 8 ans, figure dans l'affaire comme témoin clé. Ces témoignages présentent des contradictions significatives avec les témoignages des parents concernant l'accès aux médicaments. Ce fut le premier pas sérieux vers la réponse à la question principale qui tourmentait tous. La fillette calme et tranquille de 8 ans pouvait-elle vraiment avoir un rapport avec la tragédie survenue dans sa famille? C'est à partir de ce moment que toute l'attention de l'enquête fut concentrée sur Lily. Ses actions, paroles et même expressions du visage étaient maintenant analysées littéralement au microscope, car elles pouvaient cacher la clé de la résolution de cette histoire inquiétante. Les enquêteurs continuaient d'étudier attentivement les détails de ce qui s'était passé et revinrent inévitablement aux étranges cas passés qui maintenant semblaient complètement différents. La question ne se posait plus simplement sur les coïncidences, mais sur la façon dont se comportait exactement Lily dans ces moments où la famille s'était confrontée à des situations inattendues et effrayantes. Un des épisodes, que décrivit en détail la mère de Lily, Emily, devint particulièrement révélateur. Se souvenant du jour de la chute de Danny dans l'escalier, elle dit à l'enquêteur « Quand j'ai entendu le bruit et que j'ai couru vers l'escalier, la première que j'ai vue était Lily. Elle se tenait en haut. Elle ne criait pas, ne pleurait pas, n'essayait pas d'appeler à l'aide. Elle regardait simplement vers le bas, comme si elle observait une scène de cinéma. » La voix d'Emily trembla quand elle ajouta « C'était si peu naturel qu'à ce moment-là, je n'ai même pas pu réaliser immédiatement à quel point c'était étrange. » Encore plus étrange semblait le comportement de la fillette le jour où disparut l'animal de compagnie de la famille, le chat Marcel. Le père, James, raconta à l'enquête « Emily et moi étions très contrariés, car Marcel faisait partie de la famille. Danny pleura presque toute la soirée. J'ai demandé à Lily si elle n'avait pas vu le chat, et elle répondit calmement. Il s'est enfui dans la forêt. Dans sa voix, il n'y avait aucune inquiétude, aucun regret. Elle dit cela comme s'il s'agissait d'une broutille. Et immédiatement après cela, elle se retourna simplement et alla dessiner. Ces détails, au premier regard insignifiants, commençaient à s'assembler en une image claire. Et cette image était très inquiétante. Dans toutes les situations difficiles, quand les autres membres de la famille manifestaient des émotions, peur, panique, chagrin, Lily restait invariablement parfaitement calme. Cela ne faisait pas seulement remarquer, cela inquiétait. Il semblait que pour elle, ce qui se passait n'avait aucune importance, comme si tous ces événements passaient à côté d'elle. Dans les procès-verbaux apparurent de nouvelles annotations. Absence de réaction émotionnelle aux événements traumatisants. Ces mots sonnaient formellement, sèchement, mais derrière eux se cachait un sens beaucoup plus profond et inquiétant. Les enquêteurs comprenaient que le comportement de la fillette sortait largement du cadre de la retenue ou du repli sur soi habituel chez les enfants. Cela semblait comme si Lily était complètement privée d'empathie, la capacité de ressentir la douleur d'autrui, de compatir, de s'inquiéter pour les autres.
C'est précisément à ce moment de l'enquête qu'apparut la nécessité d'une expertise psychologique sérieuse. Les enquêteurs décidèrent que s'ils voulaient obtenir des réponses aux questions qui devenaient de plus en plus aiguës et effrayantes, ils devaient regarder plus profondément à l'intérieur de la conscience de cette fillette tranquille de 8 ans. L'expertise devait donner une réponse claire à la question principale de l'enquête. Lily était-elle simplement renfermée et émotionnellement fermée, ou son indifférence cachait-elle quelque chose de plus sérieux et effrayant? Et si oui, qu'est-ce qui se passait exactement dans la tête de la fillette que récemment tous considéraient comme un enfant ordinaire et qu'ils percevaient maintenant comme la figure centrale de l'étrange et inquiétante histoire de la famille Greer? Les enquêteurs ne doutaient déjà plus que le calme de Lily n'était pas simplement une coïncidence ou une particularité de caractère. Mais la principale découverte fut le rapport du travailleur social envoyé dans la famille Greer pour observer l'atmosphère de la maison après l'incident. Le travailleur social, Elizabeth Parker, passa plusieurs jours dans la maison, essayant de comprendre à quoi ressemblait réellement la vie de la famille. Elizabeth avait vu beaucoup de familles différentes et d'enfants différents. Mais son rapport commençait par une phrase qui attira l'attention de absolument tous ceux qui menaient l'enquête. Le sujet Lily Greer démontre un comportement inhabituel, se manifestant par une observation constante des membres de la famille, particulièrement des parents, par la vision périphérique. En même temps, la fillette s'efforce de créer l'impression d'être plongée dans le jeu, le dessin ou la lecture, mais dès que l'un des adultes porte sur elle un regard direct, Lily change instantanément l'expression de son visage pour une expression neutre ou timide. J'ai eu l'impression qu'elle surveille attentivement son entourage tout en ne souhaitant pas être remarquée. De telles conclusions semblaient effrayantes, surtout compte tenu des témoignages précédents des parents et des voisins. Que cachait ce comportement? Car habituellement, les enfants sont soit ouverts et spontanés, soit timides et renfermés, mais ne construisent jamais de stratégie comportementale complexe et ne contrôlent pas leurs émotions avec une telle précision et méthodologie. Elizabeth nota aussi un épisode particulièrement inquiétant. Un soir, quand toute la famille regardait la télévision, j'observais Lily en me tenant un peu à l'écart. Elle jouait avec une poupée, mais ses yeux suivaient constamment et discrètement les parents. Quand son père se tourna brusquement vers elle, Lily changea littéralement en une fraction de seconde son expression concentrée et tendue pour une expression absolument innocente, comme un masque, et sourit à son père. Cela semblait si peu naturel que je me sentis mal à l'aise. La fillette comprenait exactement quelle expression du visage serait appropriée dans telle ou telle situation, et utilisait cela avec facilité. C'est précisément cette phrase dans le rapport qui changea définitivement la perception de Lily. Il devint évident que son comportement n'était pas spontané ou accidentel. Au contraire, il était réfléchi, conscient et adaptatif. Elle contrôlait consciemment la façon dont elle était perçue par son entourage, comme si chacune de ses actions était soigneusement calculée. Les enquêteurs et psychologues parlaient maintenant non pas simplement d'étrangeté dans le comportement d'une fillette de 8 ans, mais d'un possible trouble manipulateur de la personnalité. C'était beaucoup plus sérieux que simplement le repli sur soi ou l'absence d'empathie. Lily, selon toute apparence, possédait la capacité d'évaluer précisément et sans erreur l'humeur et les réactions de son entourage et d'adapter son comportement de telle façon à ne jamais éveiller de soupçons. Maintenant, plus personne ne doutait que ce n'était pas simplement des espiègleries d'enfants ou des coïncidences. Devant eux se trouvait non pas un enfant timide et renfermé, mais une personne capable d'influencer consciemment son environnement, cachant habilement ses véritables intentions. Et cette découverte entraîna l'étape inévitable suivante. Un examen psychologique approfondi de Lily, dont les résultats pouvaient donner la réponse définitive à la question principale: qui était réellement cette fillette devenue le centre de l'histoire énigmatique et effrayante de la famille Greer? Les enquêteurs savaient que l'examen psychologique pouvait éclairer les étrangetés du comportement de Lily, mais il leur fallait quelque chose de plus concret. Il leur fallait de vraies preuves qui pourraient confirmer leurs soupçons les plus inquiétants. C'est pourquoi la police décida de mener une perquisition répétée, beaucoup plus minutieuse de la maison.
et cette fois l'attention fut entièrement concentrée sur la chambre de la fillette. Au premier regard, la chambre de Lily ne différait en rien des chambres d'autres enfants de son âge. Lit soigneusement fait, petit bureau avec des albums et des crayons, étagère avec des livres d'enfants et des jouets. Mais maintenant, les enquêteurs savaient qu'il fallait chercher, non en surface, mais plus profondément. Littéralement, plus profondément. C'est précisément sous une des planches dans le coin éloigné de la chambre, pratiquement caché aux regards étrangers par un petit tapis, que la police découvrit une cachette soigneusement aménagée. Cette découverte changea immédiatement la direction de l'enquête. Maintenant, ils savaient exactement que Lily cachait quelque chose, qu'elle avait des secrets qu'elle protégeait soigneusement de tous, même de ses propres parents. Dans la cachette, il n'y avait que quelques objets, mais chacun d'eux acquit immédiatement une énorme importance pour l'enquête. Le premier que les experts en criminalistique en extrayèrent fut un collier avec une petite clochette argentée, celui-là même qui avait autrefois appartenu au chat disparu de la famille, Marcel. Cet objet à lui seul causait déjà de l'inquiétude, car la fillette affirmait que le chat s'était simplement enfui. Comment le collier s'était-il retrouvé chez elle sous la planche ? Le deuxième objet était une petite clé qui, au premier regard, ne représentait rien de particulier. Mais plus tard, quand les enquêteurs la comparèrent avec la serrure de la pharmacie où étaient collés conservés les médicaments du père, tout se mit en place. C'était cette même clé qui, selon les dires d'Émilie, se trouvait toujours chez elle, sur son trousseau. Comment Lily avait-elle pu l'obtenir restait une question séparée, mais l'important était que maintenant la police avait une preuve directe de l'accès de la fillette aux médicaments. Et enfin, le troisième et peut-être le plus effrayant objet s'avéra être un dessin d'enfant ordinaire exécuté au crayon de couleur. C'est lui qui fit que les enquêteurs reconsidérèrent définitivement toutes les versions précédentes. Sur le dessin était représentée la maison de la famille Greer, avec une précision de détail, grande fenêtre, escalier familier menant au deuxième étage. Mais importantes étaient non les détails, mais les figures représentées sur le dessin. L'une d'elles, petite, clairement enfantine, était représentée tombant de l'escalier vers le bas. La deuxième figure, un peu plus grande, se tenait en haut de l'escalier et observait calmement la chute, sans essayer d'aider, sans essayer d'arrêter. Simplement observait. Les figures n'avaient pas de visage. À la place, des ovales vides, comme des masques derrière lesquels il était impossible de distinguer les vraies émotions. Mais tous ceux qui virent le dessin comprirent immédiatement qui exactement était représenté sur cette inquiétante image d'enfant. Cette découverte n'était déjà plus simplement une preuve indirecte ou un soupçon. Le dessin lia Lily aux incidents directement et devint la première preuve matérielle que ce qui se passait dans la maison de la famille Greer n'était pas simplement une succession de coïncidences. Maintenant, la police comprenait que les événements pouvaient être bien plus sombres et planifiés que quiconque aurait pu le supposer. Devant les enquêteurs se dressait une nouvelle tâche encore plus complexe. Comment maintenant mener l'enquête plus loin quand la suspecte était une fillette de 8 ans, capable d'un sang-froid et d'une minutie si effrayante dans la planification de ses actions? Maintenant que les enquêteurs avaient obtenu une confirmation directe liant Lily aux incidents, ils eurent une nouvelle question non moins complexe et effrayante. Qu'est-ce qui se passait exactement dans la conscience d'une fillette de 8 ans? Son comportement était-il simplement le résultat d'une mauvaise éducation et d'un passé difficile? Ou y avait-il derrière tout cela quelque chose de beaucoup plus sérieux? Pour obtenir des réponses, des experts de la commission psychiatrique judiciaire furent impliqués dans l'affaire. Pendant plusieurs jours, les psychologues et psychiatres observèrent Lily, eurent des conversations avec elle, des tests et analysèrent ses dessins, jeux et manières de communiquer. Et voici des extraits de la conclusion officielle qui firent impression même sur des enquêteurs aguerris. Le sujet démontre une absence prononcée d'empathie. Dans une situation où l'on attend d'elle de la compassion ou une réponse émotionnelle, Lily manifeste une neutralité émotionnelle complète. Lors de la description d'événements ayant causé du stress ou un traumatisme à d'autres personnes,
la fillette ne montre aucun signe d'implication émotionnelle. Pour elle, ces événements sont neutres et dépourvus de contenu émotionnel. L'extrait suivant sonnait encore plus inquiétant. On note une faible capacité à former des attachements émotionnels durables. Le sujet entre facilement en contact avec son entourage, mais les relations restent superficielles. L'interaction avec d'autres personnes se construit souvent sur une base manipulatrice. Lily utilise le comportement, la mimique et les gestes pour atteindre des objectifs concrets et obtenir le résultat souhaité. Mais la partie la plus inattendue du rapport concernait le niveau de planification des actions, qui ne correspondait absolument pas à l'âge de la fillette. Une attention particulière doit être portée au niveau extrêmement élevé, ne correspondant pas à l'âge, de planification et d'organisation des actions. Dans le comportement quotidien, le sujet manifeste une réflexion et un contrôle propre à un âge beaucoup plus avancé. Toutes les actions de Lily portent un caractère conscient, calculateur, dépourvu de spontanéité ou d'impulsivité caractéristique de son groupe d'âge. La conclusion des experts se terminait par des mots qui changèrent définitivement la perception de Lily par les enquêteurs et tous ceux qui avaient accès à ce rapport. Bien que dans le cadre de l'examen actuel, un diagnostic définitif ne puisse être établi, le comportement du sujet indique clairement de graves déviations dans le développement de la personnalité. Les caractéristiques comportementales observées ne sont pas des espiègleries enfantines typiques ou des problèmes émotionnels ordinaires. Au lieu de cela, elles reflètent des troubles profonds, peut-être innés, de la personnalité, nécessitant une observation et une correction prolongées sans assez. Ainsi, ce qui encore récemment était perçu par tous comme étrange ou même inquiétant, mais néanmoins un comportement enfantin, avait maintenant une explication complètement différente. Les actions de Lily n'étaient pas simplement des caprices d'enfant ou le résultat d'un manque d'attention et d'amour. Devant l'enquête se trouvait une personne démontrant des traits prononcés de troubles manipulateurs, capable de contrôler minutieusement et froidement son comportement et d'influencer son entourage pour atteindre ses propres objectifs. À partir de ce moment, l'enquête atteignit un nouveau niveau. Les enquêteurs devaient comprendre non pas simplement les motifs ou les actions concrètes, mais regarder beaucoup plus profondément, comprendre ce qui motivait exactement Lily et de quoi elle pouvait être capable par la suite. Car maintenant, ils savaient qu'ils avaient affaire non pas simplement à un enfant, mais à une personne dont les actes étaient impossibles à prévoir, mais qu'il était nécessaire de contrôler avant qu'une nouvelle tragédie ne se produise. Mais au moment où il semblait que les enquêteurs avaient déjà presque entièrement compris cette sombre histoire, surgit un nouveau détail qui bouleversa l'affaire de fond en comble. Oui, Lily avait manifestement de sérieux problèmes, mais une fillette de 8 ans pouvait-elle vraiment, sans aide extérieure, imaginer des actes si cruels? Ou peut-être quelqu'un lui avait-il suggéré, enseigné? La police décida de vérifier le passé de la fillette, qui jusqu'alors semblait moins significatif. Les enquêteurs se rendirent à l'orphelinat d'où quelques mois auparavant, Lily avait été emmenée dans la famille Greer. Et là, parmi les archives et protocoles, fut découvert quelque chose de très important. Les éducateurs de l'orphelinat se souvenaient bien de Lily, et tous répétaient à peu près la même chose. Calme, tranquille, se tenait toujours à l'écart des autres enfants. Mais parmi les témoignages, il y avait un détail important auquel personne n'avait fait attention auparavant. Oui, Lily était toujours renfermée, raconta aux enquêteurs l'ancienne éducatrice Sarah Peterson, mais environ 1 an avant qu'elle soit adoptée, elle eut un ami. Il s'appelait Nathan, et il était plus âgé que Lily de 3 ans. Le nom de Nathan intéressa immédiatement les enquêteurs, et bientôt il s'avéra que le garçon avait été adopté environ 6 mois avant que Lily n'arrive dans la famille Greer. Mais le plus important fut que précisément Nathan, selon les dossiers des archives de l'orphelinat, était loin d'être un enfant simple. Il avait déjà des épisodes de comportement cruel enregistrés, particulièrement envers les animaux. Un des éducateurs dit directement « Nathan pouvait être charmant, mais nous remarquions en lui des signes inquiétants. Une fois, il maltraitait un chaton, et après cela, nous commençâmes à l'observer plus attentivement. Cette découverte était inquiétante,
D'un côté, le comportement de Lily causait déjà de sérieuses inquiétudes en soi. De l'autre, maintenant, apparaissait dans l'affaire une personne qui avait pu exercer une influence sur elle. Les enquêteurs commencèrent à vérifier activement une nouvelle version. Et si la fillette n'était pas du tout la seule coupable de ce qui s'était passé? Et si son comportement n'était que le reflet ou même la copie des actions de son camarade plus âgé? Sarah Peterson confirma que Nathan et Lily passaient beaucoup de temps ensemble, mais leur communication tombait rarement sous les yeux des adultes. Ils jouaient toujours à l'écart, parlaient tranquillement. Nous pensions qu'il s'occupait d'elle comme un grand frère. Maintenant, bien sûr, je comprends que nous avons pu rater quelque chose d'important. Maintenant, l'enquête était confrontée à un nouveau défi. Comprendre à quel point l'influence de Nathan avait pénétré profondément dans la conscience de Lily. Peut-être la fillette ne faisait-elle que répéter derrière lui ce qu'elle avait appris derrière les portes fermées de l'orphelinat? Ou avait-elle décidé elle-même de suivre cette voie? Et la connaissance de Nathan ne l'avait-elle que poussée vers ce qui mûrissait déjà dans sa conscience? Ces questions étaient assez complexes, mais les enquêteurs devaient y trouver des réponses avant de tirer des conclusions définitives. Bientôt, ils apprirent que Nathan vivait à seulement quelques pâtés de maison de la famille Greer, dans le quartier voisin. Et cela signifiait qu'ils devaient maintenant le rencontrer personnellement. Car de ce que raconterait l'ancien ami de Lily dépendait beaucoup. L'enquête entrait dans une nouvelle phase, et son issue devenait de moins en moins prévisible. La rencontre avec Nathan devait éclairer de nombreux détails, mais les enquêteurs comprenaient déjà que l'affaire ne concernait pas seulement lui. Nathan pouvait être un catalyseur, mais les modèles de comportement de Lily s'étaient formés bien plus tôt. Et la clé de la compréhension de ses actes était son propre passé. Ce qui se passait bien avant que la fillette n'arrive dans la famille Greer. Quand l'enquête obtint l'accès au dossier personnel de Lily de l'orphelinat, l'image devint encore plus sombre. En surface, tout semblait tout à fait standard. La caractéristique habituelle écrite par les éducateurs disait « calme, renfermé, non conflictuel ». Et effectivement, au premier regard, la fillette ne se distinguait en rien. Mais dans les documents de l'orphelinat, il y avait encore quelque chose qui fit que la police examina de plus près son passé. Périodiquement, dans le dossier personnel de Lily apparaissaient de courtes notes de service que personne ne prenait au sérieux à ce moment-là. Un des éducateurs rapportait « Aujourd'hui matin, il a été découvert que plusieurs enfants avec leurs affaires personnelles endommagées, vêtements déchirés, jouets cassés. Il n'y a pas de preuve directe de l'implication de Lily, mais la fillette était la seule qui ne manifesta ni surprise ni inquiétude lors de la discussion de ce qui s'était passé. La note de service suivante était encore plus inquiétante. Le hamster du coin nature a disparu. Les pensionnaires étaient contrariés, aidaient à chercher l'animal. Lily ne participa pas, semblait indifférente. Aucun indice direct contre elle n'a été découvert. De tels épisodes se répétaient là plusieurs fois. Petits incidents, menus disparitions, objets cassés. Et toujours Lily était quelque part à proximité, mais de façon à ce que personne ne puisse formellement lier cela à elle. Les éducateurs eurent même plusieurs conversations avec la fillette, essayant de comprendre si elle n'était pas victime de harcèlement ou de conflits avec d'autres pensionnaires. Cependant, Lily répondait toujours calmement et brièvement « Non, tout va bien pour moi. » Ni peur, ni inquiétude. Seulement une voix égale et un regard attentif et scrutateur. Ces conversations ne donnèrent pas de résultat. Et finalement, les éducateurs décidèrent que le problème était soit dans d'autres enfants, soit en général dans des coïncidences accidentelles. Lily resta de nouveau à l'écart. Cependant maintenant, quand la police avait la possibilité de confronter ces épisodes avec ce qui se passait dans la famille Greer, l'image devint absolument claire. Le chat domestique disparu, la chute de Danny dans l'escalier, l'empoisonnement, tout cela se passait déjà auparavant, simplement sous d'autres formes et avec d'autres personnes. Le modèle de comportement de la fillette n'était pas simplement similaire, il était absolument identique. Lily est à l'orphelinat, et maintenant dans la nouvelle famille restait toujours à l'écart, observant calmement les conséquences de ses actions.
Elle ne manifestait ni agressivité, ni regret, ne démontrait pas les émotions attendues d'un enfant dans de telles situations. Et l'essentiel, elle restait toujours innocente aux yeux de son entourage. Il n'y avait jamais de preuve directe de sa culpabilité, et c'est précisément cela qui rendait son comportement particulièrement inquiétant et imprévisible. Maintenant, les enquêteurs savaient exactement. L'affaire ne concernait pas la nouvelle maison, pas les nouveaux parents et même pas l'influence de Nathan. La famille Greer était simplement un nouvel environnement où se manifestèrent les anciens modèles de comportement de Lily, formés bien avant l'adoption. La maison de White Oak Drive n'était que la scène de la continuation de cette histoire dont le début se cachait dans les couloirs silencieux de l'orphelinat. Cette découverte compliqua considérablement l'affaire, car maintenant les enquêteurs devaient comprendre comment travailler avec une personne dont le comportement s'était formé bien avant qu'ils apprennent son existence. Comment protéger son entourage et prévenir les conséquences possibles de ce qui avait déjà pris de profondes racines dans la conscience de Lily. L'étape suivante de l'enquête devait donner des réponses à ces questions et déterminer quelles mesures il fallait prendre pour que l'histoire commencée dans le passé lointain de la fillette ne mène pas à de nouvelles tragédies dans l'avenir. Quand les enquêteurs comprirent que le comportement de Lily n'était pas simplement une chaîne de coïncidences, mais un modèle de comportement formé, ils décidèrent d'agir directement. Il fallait voir comment la fillette réagirait si on lançait pour la première fois un vrai défi à son calme, une confrontation directe avec des preuves irréfutables. Dans le bureau d'interrogatoire, il y avait du silence. D'un côté de la table était assise Lily, habillée soigneusement, avec une posture droite, les mains calmement posées sur les genoux. En face d'elle, le détective Catherine Miller, enquêtrice expérimentée connue pour son approche dure, mais efficace. Dans le coin était assis silencieusement un psychologue, observant attentivement chaque geste de la fillette. Catherine commença calmement, mais immédiatement au fait. « Lily, tu te souviens du dessin que nous avons trouvé dans ta chambre ?» Elle poussa lentement sur la table une feuille de papier avec l'image enfantine de l'escalier, de la maison et de 2 figures. Lily ne regarda même pas le dessin, répondit simplement tranquillement, presque en chuchotant. « Ce n'est pas moi qui l'ai dessiné. » La voix était égale, dépourvue d'émotion, et cela sonnait même trop convaincant pour un enfant de son âge. Catherine échangea un regard avec le psychologue, puis continua, gardant une expression sévère. « Mais c'est ta chambre, Lily. » Le dessin était caché là où personne d'autre n'aurait pu le mettre. Lily ne manifesta de nouveau aucune émotion, n'essaya pas de se justifier ou d'expliquer, répéta simplement tranquillement. « Je n'ai pas dessiné cela. » Le détective fit une pause, comme si elle donnait à Lily l'occasion de réfléchir, mais la fillette n'en profita pas. Elle restait assise de la même façon droite, calmement, regardant quelque part par-dessus l'épaule de Catherine. La preuve suivante était une petite clé, et le détective la posa soigneusement sur la table devant Lily. « Cette clé est celle du tiroir avec les médicaments de ton père. Sais-tu comment elle s'est retrouvée chez toi ?» Lily porta son regard sur la clé, comme si elle la voyait pour la première fois. Dans ses yeux ne se reflétait ni peur, ni surprise, ni même curiosité. Elle répondit uniformément comme auparavant. « Je l'ai trouvée par terre. » « Quand l'as-tu trouvée, Lily ? » ?»« Je ne me souviens pas. » Ses réponses restaient aussi courtes et neutres, comme si elle ne répondait pas à de sérieuses questions d'enquête, mais conversait simplement poliment du temps. Ce calme, absolument inapproprié à la situation, commençait à irriter même le détective Miller qui en avait vu d'autres. Finalement apparut sur la table le collier, celui-là même, avec la petite clochette argentée qui avait appartenu au chat Marcel. « Sais-tu ce que c'est, Lily ?» La voix du détective devint un peu plus dure. Lily regarda le collier, inclinant légèrement la tête de côté comme si elle se souvenait de quelque chose d'insignifiant et pas très important. « Oui, c'est le collier de Marcel. Il l'a perdu quand il s'enfuyait. D'où sais-tu qu'il l'a perdu précisément alors ? Parce que j'ai trouvé le collier dans la cour après qu'il ait disparu. » L'enquêtrice regardait fixement la fillette, essayant de saisir le moindre signe d'émotion. Nervosité. Peur.
regret. Mais il n'y avait rien de tel. Seulement assurance et calme, absolument inapproprié pour son âge. L'interrogatoire continua encore quelque temps, mais les réponses de Lily restaient inchangées. Sa voix ne tremblait pas, ses yeux n'éreintiguent pas, ses mains ne trahissaient pas d'inquiétude. Elle répétait son histoire sans déviation ni contradiction. Il semblait que devant l'enquête se trouvait non pas une fillette de 8 ans, mais une personne adulte, expérimentée, qui s'était préparée à l'avance à toutes les questions et ne comptait pas se rendre. Finalement, l'interrogatoire atteignit une impasse. Aucune nouvelle information ou aveu n'avait pu être obtenue. Mais c'est précisément ce calme glacial et impénétrable avec lequel Lily supporta la confrontation qui devint le résultat le plus important de la rencontre. Maintenant, les enquêteurs étaient sûrs d'une chose. Devant eux se trouvait non pas simplement une fillette avec des problèmes ou un passé difficile, mais une personne possédant un self-control presque incroyable et une raison froide. Une personne capable de s'en tenir clairement à sa version, même face à des preuves irréfutables. C'est précisément sa réaction, l'absence de toute réaction émotionnelle, qui devint pour l'enquête la preuve principale de à quel point cet enfant pouvait être dangereux. Mais maintenant restait la question principale à laquelle il fallait encore trouver une réponse. Comment agir par la suite ? Car formellement, l'enquête n'avait que des preuves indirectes, et la fillette assise devant eux semblait invulnérable à la pression ou à la persuasion. À partir de ce moment, l'enquête devait suivre un chemin complètement différent. Maintenant, il fallait comprendre non seulement ce que Lily avait fait, mais aussi comment protéger son entourage d'elle dans l'avenir. L'enquête avait presque atteint une impasse, confrontée au calme glacial et aux réponses impénétrables de Lily. Il semblait qu'elle avait tout prévu jusqu'au moindre détail, cachant soigneusement toutes les preuves directes ou les falsifiant. Mais il y avait une chose à laquelle la fillette n'avait pas pu penser. La trace numérique qu'il est impossible d'effacer complètement ou de falsifier. Les experts techniques obtinrent l'accès à l'ancienne tablette familiale qui ces derniers mois se retrouvait parfois dans les mains de Lily. Les parents ne pensaient même pas qu'elle pouvait conserver des informations importantes, car ils effaçaient régulièrement l'historique de recherche, s'efforçant de protéger les enfants du contenu indésirable. Mais les spécialistes savaient que la trace numérique ne disparaît jamais complètement et réussirent à restaurer les données supprimées. Et quand ils obtinrent les premiers résultats, ce fut pour l'enquête une vraie percée. L'historique de recherche restauré semblait effrayant. Quelle dose de somnifère est dangereuse pour un enfant de 6 ans. La demande avait été faite 3 jours avant l'incident avec l'empoisonnement de Danny. Comment faire qu'une chute dans l'escalier paraisse accidentelle ? Cette question apparut dans l'historique de recherche un jour avant que le garçon ne se retrouve à l'hôpital avec une contusion. Mais particulièrement inquiétante était la demande la plus ancienne, faite 1 semaine avant la disparition du chat. Où disparaissent les chats des maisons privées ? Maintenant, les enquêteurs avaient ce qui leur manquait tant. Des preuves directes que les 3 incidents n'étaient pas simplement une chaîne d'événements accidentels, mais le résultat d'une intention consciente et soigneusement planifiée. Lily pouvait rester extérieurement calme et impénétrable, mais la trace numérique était absolument irréfutable. À partir de ce moment, l'affaire cessa d'être seulement un soupçon. Devant les enquêteurs se trouvaient des preuves capables de changer définitivement le cours de l'enquête et de mener à des actions concrètes. Les questions sur la culpabilité et la responsabilité de la fillette n'étaient maintenant qu'une question de temps. Les enquêteurs savaient. Maintenant arrivait l'étape la plus difficile. Comprendre que faire par la suite avec un enfant capable d'un sang-froid et d'un calcul si effrayant. Maintenant, les enquêteurs savaient. Devant eux se trouvait une fillette capable d'actes froids et calculés, soigneusement planifiés et pensés jusqu'au moindre détail. Mais restait une dernière étape. Lui présenter une preuve irréfutable et voir comment elle réagirait quand il n'y aurait plus de possibilité de nier. L'interrogatoire fut de nouveau mené par le détective Catherine Miller. Elle ne perdit pas de temps en préambules ou questions inutiles. Posant la tablette sur la table, le détective lut lentement et distinctement les demandes de recherche restaurées. Quelle dose de somnifère est dangereuse pour un enfant de 6 ans ?
demande faite 3 jours avant l'incident avec Danny. Lily, pour la première fois de tous les interrogatoires, leva les yeux et regarda attentivement directement dans les yeux du détective. Comment faire qu'une chute dans l'escalier paraisse accidentelle? Cette demande faite un jour, avant que ton frère ne tombe. Un silence s'installa dans la pièce, et pour la première fois de toute l'enquête, un changement se produisit dans le comportement de Lily. Elle ne détournait plus les yeux, ne regardait plus quelque part sur le côté. Au contraire, son regard était direct, froid et complètement dépourvu d'émotion. Le détective continua. Et la dernière demande. Où disparaissent les chats des maisons privées? C'était une semaine avant la disparition de Marcel. Elle se tut, observant attentivement la réaction de Lily. Dans la pièce régna un silence que personne n'osait rompre. La fillette se taisait longtemps. Dans le procès-verbal, il serait écrit plus tard. Le sujet cessa de regarder sur le côté. Établit un contact visuel direct avec l'enquêtrice. Garda le silence pendant 1 minute 27 secondes. Presque 1 minute et demie de silence absolu qui semblait interminable. Finalement, Lily cligna lentement des yeux, comme si elle se réveillait d'un long sommeil. Dans ses yeux n'apparut ni peur ni panique, seulement un regard froid et évaluateur dirigé directement vers le détective Miller. Puis, la fillette dit calmement, presque avec indifférence, « Je ne dirai rien. » Ce furent les derniers mots que l'enquête entendit de Lily. Il n'y eut pas d'aveu, pas de justification, pas même le moindre soupçon de repentir. Au lieu de cela, son regard restait aussi égal, froid, comme si elle était complètement détachée de tout ce qui se passait. Pour le détective Miller et ses collègues, cette réaction ne fut pas moins significative qu'un aveu de culpabilité. C'est précisément à ce moment qu'il devint définitivement clair que la fillette comprenait parfaitement ce qu'elle avait fait exactement, mais n'éprouvait pas le moindre remords de conscience. Elle avait simplement pris la décision de ne pas parler, sachant que toutes ses paroles seraient inutiles. L'interrogatoire se termina. Lily se leva silencieusement et suivit calmement le psychologue qui l'emmena de la pièce. Personne ne doutait que devant eux se trouvait une personne capable non seulement de commettre les actes dont ils avaient appris connaissance, mais aussi de supporter complètement froidement toutes accusations et preuves contre elle. L'affaire était prête à être transmise au tribunal. Maintenant, le système judiciaire devait décider que faire par la suite avec une fillette de 8 ans qui, en fait, s'avéra être une personnalité bien plus complexe et effrayante que quiconque avait pu le supposer. Il ne restait aux enquêteurs qu'à attendre et espérer que c'était le dernier cas similaire de leur pratique, bien qu'ils comprennent parfaitement qu'après cette affaire, rien ne serait plus comme avant. Maintenant que toutes les preuves étaient rassemblées, les enquêteurs purent reconstituer l'image complète de ce qui se passait dans la maison des Greer tous ces mois. Chacun des épisodes qui semblaient être un accident devenait maintenant un élément d'une chaîne d'actions soigneusement planifiée. Tout commença par la disparition du chat Marcel. Le soir, Lily l'appela dans la cour arrière, comme elle l'avait fait de nombreuses fois auparavant. Seulement cette fois, le chat ne revint plus. Retirant calmement le collier et le cachant dans sa cachette sous le plancher de sa chambre, la fillette dit ensuite aux parents que le chat s'était simplement enfui dans la forêt. Personne ne douta de ces paroles. Quelques semaines plus tard se produisit le 2e épisode. Lily se tenait tranquillement en haut de l'escalier et attendait calmement le moment où Danny passerait à proximité. Un mouvement soigné, à peine perceptible, et son frère se retrouva au sol avec une contusion à la tête. Les parents et le médecin attribuèrent tout à l'imprudence enfantine habituelle, et de nouveau les soupçons passèrent à côté de Lily. L'étape suivante fut encore plus réfléchie. La fillette déroba soigneusement la clé de la pharmacie du trousseau de sa mère, faisant cela si discrètement que personne ne soupçonna rien. Elle garda la clé chez elle jusqu'au moment nécessaire, attendant patiemment l'occasion favorable. Avant l'acte le plus sérieux, Lily utilisa la tablette familiale pour apprendre quelle dose exactement du médicament pouvait être dangereuse pour son frère. Elle saisit plusieurs demandes, s'assurant de l'exactitude de ses calculs, et entreprit froidement la réalisation de son plan.
Ce soir fatal, quand la famille dînait, Lily ajouta calmement et discrètement la quantité nécessaire de comprimés dans le jus de Danny. Elle fit cela rapidement, clairement, sans mouvement superflu, sans éveiller aucun soupçon chez les parents. Cette reconstitution des actions montra que devant l'enquête se trouvait non pas simplement un enfant, mais une personne capable de concevoir et réaliser une séquence d'actions complexes avec une méthodologie effrayante. Aucun acte impulsif, aucun accident, seulement calcul froid et contrôle absolu de la situation. Les enquêteurs se convainquirent finalement. Chaque événement qui semblait être un accident malheureux était parti d'un même dessein qui appartenait à une fillette de 8 ans. Maintenant, l'affaire revenait au tribunal qui devait rendre la décision définitive sur cette affaire sans précédent. Quand l'affaire arriva au tribunal, la question principale n'était pas de savoir si Lily était coupable, mais comment exactement agir avec une personne qui, malgré son âge, s'était avérée capable d'un tel sang-froid et d'un tel calcul. La salle du tribunal était bondée. Les parents de la fillette donnaient de lourds témoignages, évitant de regarder dans sa direction. Leur voix tremblait d'émotion et de désespoir quand ils disaient qu'ils ne pouvaient même pas imaginer de quoi leur fille était capable. Les psychologues présentèrent au tribunal un rapport détaillé confirmant de sérieux troubles de la personnalité et l'absence complète d'empathie chez Lily. L'accusation insistait. Les actions de la fillette étaient conscientes, planifiées et méthodiques. Chaque preuve fut soigneusement exposée, et chaque élément de preuve soulignait que ce n'était pas une espièglerie d'enfant, mais un crime intentionnel. La défense, de son côté, essayait d'attirer l'attention sur le passé difficile de Lily, sur le fait que son âge ne permettait pas de percevoir ses actions de la même façon que les actes d'une personne adulte. L'avocat insistait que la fillette avait besoin d'aide, pas de punition. Le tribunal délibéra longtemps, comprenant toute la complexité et le caractère sans précédent de la situation. Finalement fut prononcé le verdict qui correspondait complètement à la dure réalité de l'affaire. Compte tenu de l'âge et de l'état psychologique de l'accusé, la punition pénale est reconnue impossible. Cependant, pour assurer la sécurité de son entourage et de l'accusée elle-même, le tribunal décide de lui assigner un traitement forcé dans un établissement psychiatrique fermé pour mineurs jusqu'à l'âge de 21 ans. Après ce délai, la durée sera reconsidérée en tenant compte des recommandations des spécialistes. Ainsi, la loi ferma la partie juridique de cette histoire. Mais le verdict ne fut pas final. Maintenant restait la question principale. Quelqu'un pourrait-il comprendre ce qui se passe exactement dans la conscience de la fillette? Et peut-on prévenir la répétition d'événements similaires dans l'avenir? C'est précisément cette question que l'enquête avait l'intention d'examiner par la suite. L'affaire fut officiellement fermée, mais l'histoire de la famille Greer ne se termina pas vraiment. Le frère cadet, Danny, survécut après ce qui s'était passé, mais l'attendait une longue et difficile rééducation. Il réussit à se rétablir physiquement, mais les blessures émotionnelles restèrent avec lui pour toujours. Pour les parents, cette tragédie ne passa pas non plus sans laisser de traces. Presque immédiatement après le procès, ils résilièrent le contrat d'adoption, vendirent la maison de White Oak Drive et déménagèrent dans un autre État, essayant de fuir le passé. Mais les événements de ces jours influencèrent trop fortement leur relation. 2 ans après le procès, ils divorcèrent définitivement. Et Lily reste encore dans l'établissement de soins fermés. Selon les derniers rapports des médecins, elle ne manifesta jamais de repentir et évite toujours le contact avec les thérapeutes. Le plus inquiétant dans toute cette histoire, c'est que la durée de son séjour dans l'établissement reste ouverte. Et personne ne peut encore dire ce qui se passera le jour où les portes s'ouvriront de nouveau pour elle.